Alors on le sait, hein, les élections législatives de 2024 vont apporter des changements et des incertitudes sur le plan politique. Et on sait que le nouveau Front populaire a exprimé son intention de revenir sur beaucoup de mesures fiscales instaurées au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Et ça pourrait entraîner, on le sait bien, des implications pour tous les contribuables français. Notamment la classe moyenne supérieure et les ménages aisés aussi, on le sait, dans un contexte où la France est déjà connue pour avoir des taux d'imposition parmi les plus élevés des pays de l'OCDE. Bonjour Maître Jérôme Barré. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet IARS. On dit que vous allez avoir du boulot, vous, hein, au cabinet. Hein. Ça commençait déjà. Bon, il faut s'attendre à quoi en matière déjà d'impôt sur le revenu? Alors c'est difficile évidemment de prévoir, puisque tout ça va dépendre de la majorité qui va être définie, mais quand même, il y a une forte pression, on sent qu'il y a une forte pression. La forte pression, elle est peut-être sur l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on ne donnera pas quelques tranches? On sait que LFI voulait passer de 4 à 14 tranches de l'impôt sur le revenu dans le barème, avec une progressivité beaucoup plus importante. Hein. Et on sait qu'aujourd'hui, 50% des foyers, finalement, sont exemptés de l'impôt sur le revenu, et simplement 10% des ménages qui gagnent plus de 50 000 euros, contribuent aux 3/4 de cet impôt. Donc il faut être quand même relativement prudent, parce que le bruit qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui n'hésiteront pas à partir si vraiment la pression est trop forte. Donc peut-être qu'on donnera une ou deux tranches supplémentaires, peut-être. On est déjà quand même dans un pays qui est très redistributif, hein, quand même. Et passer de 4 à 14 tranches, c'est compliqué. Et d'avoir un taux, comme il est prévu, de 90% au-dessus de 400 000, le revenu moyen supérieur étant de 400 000 euros par an, passer à 90% d'impôts au-dessus de ça, c'est quand même des sommes qui vont avoir une influence probablement sur la position des uns et des autres. Mais il n'empêche que ça, c'est dans les tuyaux. Et qu'est-ce qui se négociera? Quelque chose. On n'en sait rien, mais quelque chose. Et si on se souvient bien également, déjà sous François Mitterrand, on avait supporté une imposition à 65%. Hein. Donc ça n'étonnera personne de revenir à une imposition de cette nature. Et si on se souvient également, aux États-Unis, on a même eu à subir une imposition à 85%. Oui, mais c'est dans des conditions très particulières, mais pendant la Seconde Guerre, après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça. Alors, la particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a finalement assez peu de chômage et qu'il y a assez peu de gens qui sont laissés sur le bord de la route pour le travail. Mais néanmoins, cette question, on la voit. Bon, après, il y a la question de la flat tax, évidemment. On ne sait pas, est-ce qu'elle est menacée ou pas? C'est 30% de taux forfaitaire sur les gains, dividendes, sur tout ce qui est actions, obligations. Autant je suis plus mitigé sur l'impôt sur le revenu en tant que tel et d'augmenter des tranches. Et on a déjà un impôt qui est très concentré sur une population large. Autant sur la flat tax, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se dit, puisque, comme vous le disiez David, c'est l'impôt sur les dividendes, l'impôt sur les intérêts des obligations et également l'impôt de plus-value, hein, le gain en capital. Donc on a une imposition aujourd'hui qui est à 30%, voire à 34% quand on est sur des revenus encore plus élevés, avec la contribution exceptionnelle sur les revenus. Si jamais on repassait à l'impôt sur le revenu, avec la contribution exceptionnelle sur les revenus, on passerait à une imposition à 66% au maximum. Mais ça ne choque personne, pas tout le monde, puisque finalement ce qui est reproché par certains partis, c'est qu'il y a une distribution de dividendes qui appauvrit les ressources de l'entreprise d'une part et qui n'est pas redistribuée au niveau des salariés. Donc cet instrument, vu comme un instrument de justice sociale, on sent qu'il y a une forte pression. Donc c'est peut-être celui-ci sur lequel il se dira des choses. Est-ce qu'on gardera une flat tax à un taux supérieur? Peut-être, mais il y aura probablement quelque chose. Est-ce qu'il est dans ce cadre-là, en imaginant le pire, qui n'est jamais certain, est-ce qu'il est judicieux ou pas de se distribuer des dividendes avant d'éventuels changements législatifs qui entreraient en vigueur cette année ou l'année prochaine? Alors je ne vais pas me transformer en père Fouras, mais plutôt en Madame Irma qui voit tout, je mets ma boule de cristal. Il est clair que on ne sait pas si la loi de finances rectificative, d'abord, pour autant qu'on puisse la voter, ce qui va être très compliqué, changera les choses dès à présent. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle la petite rétroactivité qui permet dans l'année en cours de pouvoir changer la règle du jeu qui avait pu être définie l'année précédente. En cours d'année. Donc on peut le changer. Est-ce qu'on aura le temps de le faire? Est-ce qu'on aura les moyens techniques de le faire? Ça, on ne le sait pas. Deuxième sujet, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un effet d'annonce et à le changer l'année prochaine? Dans tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation est que
si je propose aujourd'hui soit du rachat de titres, soit des distributions de dividendes, soit des perceptions d'intérêts, mais les intérêts c'est plus difficile parce que les intérêts ils sont déjà programmés, c'est plutôt pour les dividendes ou éventuellement les rachats de titres par les sociétés, on a de toute façon intérêt à le faire maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui se passera. Et si les choses se passent l'année prochaine, on regrettera de ne pas l'avoir fait cette année. Après, c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose. Faire de la distribution pour de la distribution, c'est pas forcément non plus très bon pour les entreprises. Néanmoins, sur le gras possible, c'est une façon d'anticiper une partie du revenu en cours de l'année pour le percevoir dès à présent. Bon, concernant maintenant le patrimoine, est-ce qu'il faut s'attendre à un retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune? Mais là, ça va être encore un instrument de justice sociale, donc on va nous dire que oui, que l'IFI, c'est pas assez. Hein. L'IFI, ça rapporte quelques milliards, pas assez encore, 2,4 milliards, je crois. Donc, ça n'est pas assez vaste, c'est très symbolique, et même des économistes en ont parlé, je crois même ici dans ce studio, sur votre plateau. Donc on peut penser que l'ISF va revenir. Là encore, parler de l'ISF au titre de l'année 2024, 1er janvier 2024, probablement non. Ça n'a d'ailleurs pas été demandé par les partis, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit de l'autre bord LFI et NFP. Donc on peut s'attendre à quelque chose qui arrivera dès le 1er janvier 2025. Mais est-ce qu'on admettra que la résidence principale n'est plus taxée du tout? Est-ce qu'on admettra que l'outil professionnel n'est plus taxé du tout? Il y aura encore des éléments de discussion. Pour autant qu'on trouve une majorité pour pouvoir discuter ces plans-là. C'est pour ça que c'est difficile de faire l'exercice. Sur les droits de succession, est-ce qu'on risque aussi d'avoir un bouger, pour le dire gentiment? Alors, là, il y a une forte pression à vouloir et à nous dire qu'au-delà de 12 millions d'euros du côté LFI, on aura tout devra être donné à l'État. Hein. Aujourd'hui, on est à 45% de taxation au-delà d'1,8 million, ce qui est déjà des montants relativement importants. Passer à des seuils au-delà de 45%, c'est donner un coup de pied dans un poulailler, dans une volée de moineaux. Les gens partiront, c'est déjà le cas. On est des gros moineaux alors. Et des gros moineaux. Au Portugal, en Espagne, dans certaines provinces, au Luxembourg, en ligne directe, on est à 0 de taxation en cas de décès. En Allemagne, on a une taxation à 30%, mais au-delà de 26 millions d'euros. Et en Italie, au-delà d'1 million d'euros, on est taxé à 4%. Donc il y a quand même une forte compétition sur le sujet. Et cette compétition, il ne faut pas qu'on aille déporter voguer vers le sud. Hein. Oui. Et ces systèmes sont en place depuis déjà de nombreuses années, peut-être un peu moins pour l'Italie, mais ce sont des systèmes assez favorables. Il n'est pas interdit que le chef d'entreprise qui n'aurait pas de successeur et qui ne passerait pas par un pacte Dutreil, puisqu'il n'a pas de successeur, c'est intéressant quand on a des successeurs, vendra son entreprise. Oui, certes, il paiera sa plus-value en France, mais ses droits de succession, il ira les payer ailleurs. Ouais. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est une épargne qui se délocalise. Et cette épargne, elle nous nourrit, c'est un socle solide. Bon, est-ce que le départ hors de France, est-ce que c'est une solution ou pas pour éviter des nouvelles mesures fiscales un peu assommantes? Comme on dirait chez moi à la campagne, on a déjà qui partent. Vraiment? Oui, vraiment. C'est probablement très psychologique. Ce qu'on voit déjà, ce sont des personnes qui ne veulent plus mettre leurs fonds en Europe. C'est-à-dire qu'ils ne les mettent même plus au Luxembourg, mais ils les mettent en Suisse. Et ça, on le voit. Les comptes se sont ouverts entre les deux tours. Mais il y a forcément un aspect très psychologique. Mais ce qu'a réussi M. Macron, même si on veut le critiquer, c'est d'avoir une paisibilité fiscale pendant toutes ces années. Si on retombe dans quelque chose qui n'est plus paisible, et c'est uniquement la crainte, je pense que des gens repartiront. Et ça s'envisage, et on le voit au niveau de nos clients, oui. Allez, merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.